Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle émission de Voyage au bout de la nuit. Nous allons poursuivre ensemble les aventures d'Ali Baba et les 40 voleurs. Donc cette histoire a été adaptée plusieurs fois au cinéma, mais j'avais envie de vous parler de celle faite par Jacques Becker, enfin en tout cas produite par Jacques Becker en 1954 avec le célèbre Fernandel. Connaissez-vous d'ailleurs la célèbre phrase qui permet d'accéder au trésor? Dites-le moi à l'aide du hashtag VBN sur Facebook et sur Twitter. En attendant, nous allons reprendre les aventures d'Ali Baba. Je vous rappelle, vous pouvez retrouver toutes les lectures en intégralité sur le replay de l'émission. Il en prend un nombre de sacs autant qu'il en peut porter. Et, en venant à la porte pour la faire ouvrir, l'esprit rempli de toute autre idée que ce qui lui importait davantage, il se trouve qu'il oublie le mot nécessaire. Et au lieu de sésame, il dit « Orgue, ouvre-toi ». Il est bien étonné de voir que la porte, loin de s'ouvrir, demeure fermée. Il nomme plusieurs autres noms de grains autres que celui qu'il fallait, et la porte ne s'ouvre pas. Nassim ne s'attendait pas à cet événement. Dans le grand danger où il se voit, la frayeur se saisit de sa personne. Et plus il fait d'efforts pour se souvenir du mot sésame, plus il embrouille sa mémoire, et il en demeure exclu absolument, comme si jamais il n'en avait entendu parler. Il jette par terre les sacs dont il était chargé, et il se promène à grands pas dans la grotte, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Et toutes les richesses dont il se voit environné ne le touchent plus. Laissons Cassim déplorant son sort, il ne mérite pas de compassion. Les voleurs revinrent à leur grotte vers midi, et quand ils furent à peu de distance et qu'ils eurent vu les mulets de Cassim autour du rocher, chargés de coffres inquiets de cette nouveauté, ils avancèrent à toute bride et firent prendre la fuite aux 10 mulets que Cassim avait négligé d'attacher et qui passaient librement, de manière qu'ils se dispersèrent de ça et de là, dans la forêt, si loin qu'ils les eurent bientôt perdus de vue. Les voleurs ne donnèrent pas la peine de couvrir après les mulets. Il leur importait davantage de trouver celui à qui il appartenait. Pendant que quelques-uns tournent autour du rocher pour le chercher, le capitaine, avec les autres, met pied à terre et va droit à la porte, le sabre à la main, prononce les paroles et la porte s'ouvre. Cassim, qui entendit le bruit des chevaux du milieu de la grotte, ne douta pas de l'arrivée des voleurs, non plus que sa perte prochaine. Résolu au moins à faire un effort pour échapper de leurs mains et se sauver, il s'était tenu prêt à se jeter dehors dès que la porte s'ouvrirait. Il ne la vit pas plutôt ouverte après avoir entendu prononcer le mot de sésame qui était échappé de sa mémoire, qu'il s'élança en sortant si brusquement qu'il renversa le capitaine par terre. Mais il n'échappa aux autres voleurs qui avaient aussi le sabre à la main et qui lui ôtèrent la vie sur le champ. Le premier soin des voleurs, après cette exécution, fut d'entrer dans la grotte. Ils trouvèrent près de la porte des sacs que Cassim avait commencé d'enlever pour les emporter et en charger ses mulets. Et ils les remirent à leur place, sans s'apercevoir de ce qu'Ali Baba avait emporté auparavant. En tenant conseil et en délibérant ensemble sur cet événement, ils comprirent bien comment Cassim avait pu sortir de la grotte, mais qu'il eût pu entrer. C'est ce qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer. Il leur vint en pensée qu'il pouvait être descendu par le haut de la grotte, mais l'ouverture par où le jour y venait était si élevée et le haut du rocher était si inaccessible par dehors, outre que rien ne leur manquait qu'il l'eût fait, qu'ils tombèrent d'accord que cela était hors de leur connaissance. Qu'il fût entré par la porte, c'est ce qu'ils ne pouvaient se persuader.
à moins qu'il n'eût le secret de la faire ouvrir. Mais il tenait pour certain qu'ils étaient les seuls qui l'avaient. En quoi il se trompait en ignorant qu'ils les avaient été... En quoi il se trompait en ignorant qu'ils avaient été épiés par Ali Baba, qu'il le savait. De quelque manière que la chose fût arrivée, comme il s'agissait que leurs richesses communes fussent en sûreté, ils convinrent de faire 4 quartiers du cadavre de Cassim et de les mettre près de la porte, en dedans de la grotte, 2 d'un côté, 2 de l'autre, pour épouvanter quiconque aurait la hardiesse de faire une pareille entreprise. Sauf à ne revenir dans la grotte que dans quelque temps, après que la puanteur du cadavre serait exhalée. Cette résolution prise, ils l'exécutèrent, et quand ils n'eurent plus rien qui les arrêtât, ils laissèrent le lieu de leur retraite bien fermé, remontèrent à cheval et allèrent battre la campagne sur les routes fréquentées par les caravanes pour les attraper et exercer leur brigandage accoutumé. La femme de Cassim, cependant, fut dans une grande inquiétude quand elle vit qu'il était nuit close et que son mari n'était pas revenu. Elle alla chez Ali Baba, tout alarmée, et lui dit « Beau-frère, vous n'ignorez pas, comme je le crois, que Cassim, votre frère, est allé à la forêt? Et pour quel sujet? Il n'est pas encore revenu, et voilà la nuit avancée. Je crains que quelque malheur ne lui soit arrivé. » Ali Baba s'était douté de ce voyage de son frère, après le discours qu'il lui avait tenu, et c'est pour cela qu'il s'était abstenu d'aller à la forêt ce jour-là, afin de ne lui pas donner d'ombrage. Sans lui faire aucun reproche dont elle pût s'offenser, ni son mari, s'il eût été vivant, il lui dit qu'elle ne devait pas encore s'alarmer, et que Cassim apparemment avait jugé à propos de ne rentrer dans la ville que bien avant la nuit. La femme de Cassim le crut, d'autant plus facilement qu'elle considéra bien combien il était important que son mari fît la chose secrètement. Elle retourna chez elle et elle attendit patiemment jusqu'à minuit. Mais après cela, ses alarmes redoublèrent avec une douleur d'autant plus sensible qu'elle ne pouvait la faire éclater ni la soulager par des cris dont elle vit bien que la cause devait être cachée au voisinage. Alors, si sa faute était irréparable, elle se repentit de folle curiosité qu'elle avait eue par une envie condamnable de pénétrer dans les affaires de son beau-frère et de sa belle-sœur. Elle passa la nuit dans les pleurs, et dès la pointe du jour, elle courut chez eux et leur annonça le sujet qui l'amenait plutôt par ses larmes que par ses paroles. Ali Baba n'attendit pas que sa belle-sœur priât de se donner la peine d'aller voir ce que Cassim était devenu. Il partit sur le champ, avec ses 3 ânes, après lui avoir recommandé de modérer son affliction. Et il alla à la forêt. En approchant du rocher, après n'avoir vu dans le chemin ni son frère, ni les 10 mulets, il fut étonné du sang répandu qu'il aperçut près de la porte. Et il en prit un mauvais augure. Il se présenta devant la porte, il prononça les paroles, elle s'ouvrit, et il fut frappé du triste spectacle du corps de son frère mis en quartier. Il n'hésita pas sur le parti qu'il devait prendre pour prendre les derniers devoirs à son frère, et en oubliant le peu d'amitié fraternelle qu'il avait eu pour lui. Il trouva dans la grotte de quoi faire 2 paquets des 4 quartiers dont il fit la charge d'un de ses 2 ânes avec du bois pour les cacher. Il chargea les 2 autres ânes de sacs pleins d'or et de bois par-dessus comme la première fois, sans perdre de temps. Et dès qu'il eut achevé et qu'il eut commandé à la porte de se refermer, il reprit le chemin de la ville, mais il eut la précaution de s'arrêter à la sortie de la forêt, assez de temps pour n'y entrer que la nuit. En arrivant chez lui, il ne fit entrer dans sa cour que les 2 ânes chargés d'or, et après avoir laissé à sa femme le soin de les décharger et lui avoir fait part, en peu de mots,
de ce qui était arrivé à Cassim. Il conduisit l'autre âne chez sa belle-sœur. Ali Baba frappa la porte, qui lui fut ouverte par Morgiane. Cette Morgiane était une esclave adroite, entendue et féconde en intention pour faire réussir les choses les plus difficiles, et Ali Baba la connaissait pour telle. Quand il fut entré dans la cour, il déchargea l'âne du bois et ses 2 paquets, et prenant Morgiane à part. La première chose que je te demande, c'est un secret inviolable. Tu vas voir combien il nous est nécessaire, autant à ta maîtresse qu'à moi. Voilà le corps de ton maître dans ces 2 paquets. Il s'agit de le faire enterrer, comme s'il était mort de sa mort naturelle. Fais-moi parler à ta maîtresse et sois attentive à ce que je lui dirai. Elle avertit alors sa maîtresse, et Ali Baba, qui la suivait, entra. « Eh bien, beau-frère, demanda la belle-sœur Ali Baba, avec grande impatience. « Quelle nouvelle apportez-vous de mon mari ? Je n'aperçois rien sur votre visage qui doive me consoler. » « Belle-sœur, répondit Ali Baba, je ne puis rien vous dire qu'auparavant, vous ne me promettiez de m'écouter depuis le commencement jusqu'à la fin sans ouvrir la bouche. Il ne vous est pas moins important qu'à moi, dans ce qui est arrivé, de garder un grand secret pour votre bien et pour votre repos. »« Ah !» s'écria la belle-sœur sans élever la voix. « Ce préambule me fait connaître que mon mari n'est plus. Mais en même temps, je connais la nécessité du secret que vous me demandez. Et il faut bien que je me fasse violence. Dites, je vous écoute. » Ali Baba raconta à sa belle-sœur tout le succès de son voyage jusqu'à son arrivée avec le corps de Cassim. « Belle-sœur, ajouta-t-il, voilà un sujet d'affliction pour vous, d'autant plus grand que vous y attendiez moins. Quoique le mal soit sans remède, si quelque chose néanmoins est capable de vous consoler, je vous offre de joindre le peu de bien que Dieu m'a envoyé au vôtre, en vous épousant et en vous assurant que ma femme n'en sera pas jalouse et que vous vivrez bien ensemble. Si la proposition vous agrée, il faut songer à faire en sorte qu'il paraisse que mon frère est mort de sa mort naturelle. C'est un soin dont il me semble que vous pouvez vous reposer sur Morgiane et j'y contribuerai de mon côté de tout ce qui sera en mon pouvoir. » Quel meilleur parti pouvait prendre la veuve de Cassim que celui qu'Ali Baba lui proposait. Elle, avec les biens qui lui demeuraient par la mort de son premier mari, en trouvait un autre plus riche, et qui, par la découverte du trésor qu'il avait fait, pouvait le devenir davantage. Elle ne refusa pas le pari, elle le regarda, au contraire, comme un motif raisonnable de consolation. En essuyant ses larmes qu'elle avait commencé de verser en abondance, en supprimant les cris perçants d'ordinaire aux femmes qui ont perdu leur mari, elle témoigne suffisamment à Ali Baba qu'elle acceptait son offre. Ali Baba laissa la veuve de Cassim dans cette disposition et après avoir recommandé à Morgiane de bien s'acquitter de son personnage, il retourna chez lui avec son âne. Elle ne s'oublia pas. Elle sortit en même temps qu'Ali Baba et alla chez un apothicaire qui était dans le voisinage. Elle frappe à la boutique, on ouvre, elle demande une sorte de tablette très salutaire dans les maladies les plus dangereuses. L'apothicaire lui en donna pour l'argent qu'elle avait présenté et en demandant qui était malade chez son maître. « Ah, dit-elle avec un grand soupir, c'est Cassim lui-même, mon bon maître. On n'entend rien à sa maladie, il ne me parle ni ne peut manger. » Avec ces paroles, elle emporte les tablettes dont véritablement Cassim n'était plus en état de faire usage. Le lendemain, la même Morgiane vient chez le même apothicaire et demande, les larmes aux yeux, d'une essence dont on avait coutume de faire prendre aux malades qu'à la dernière extrémité, et qu'on n'espérait rien de leur vie
si cette essence ne les faisait revivre. « Hélas, dit-elle avec une grande affliction. En la recevant des mains de l'apothicaire, je crains fort que ce remède ne fasse plus d'effet que les tablettes. Ah, que je perde mon bon maître. D'un autre côté, comme on vit toute la journée Ali Baba et sa femme d'un air triste faire plusieurs allées et venues chez Cassim, on ne fut pas étonné sur le soir d'entendre des cris lamentables de la femme de Cassim et surtout de son esclave qui annonçait que Cassim était mort. Le jour suivant, de grand matin, que le jour ne faisait que commencer à paraître, Morgiane, qui savait qu'il y avait sur la place un bonhomme de savetier fort vieux, qui ouvrait tous les jours sa boutique le premier, longtemps avant les autres, sort et elle va le trouver. En l'abordant et en lui donnant le bonjour, elle lui mit une pièce d'or dans la main. Baba Mustapha, connu de tout le monde sous ce nom, Baba Mustapha, qui était naturellement gai et qui avait toujours le mot pour rire, en regardant la pièce d'or, à cause qu'il n'était pas encore bien jour, et en voyant que c'était de l'or, « Bonne étrenne, dit-il, de quoi s'agit-il ? Me voilà prêt à bien faire. » Baba Mustapha, lui dit l'esclave, prenez ce qui vous est nécessaire pour coudre, et venez avec moi promptement, mais à condition que je vous banderai les yeux, quand nous serons dans un tel endroit. À ces paroles, Baba Mustapha fit le difficile. « Oh, reprit-il, vous voulez donc me faire quelque chose contre ma conscience ou contre mon honneur ?» En lui demandant une autre pièce d'or dans la main. « Dieu garde, reprit Morgiane, que j'exige rien de vous, que vous ne puissiez faire en tout honneur. Venez seulement et ne craignez rien. » Baba Mustapha se laissa mener. Après lui avoir bandé les yeux avec un mouchoir à l'endroit qu'elle avait marqué, le mena chez défunt son maître, et elle ne lui ôta le mouchoir que dans la chambre où elle avait mis le corps. Chaque quartier à sa place. Quand elle l'eut ôté, « Baba Mustapha, dit-elle, c'est pour vous faire coudre les pièces que voilà que je vous ai emmené. Ne perdez pas de temps, et quand vous aurez fait, je vous donnerai une autre pièce d'or. » Quand Baba Mustapha eut achevé, Morgiane rebanda les yeux dans la même chambre, et après lui avoir donné la 3e pièce d'or qu'elle lui avait promise, et lui avoir recommandé le secret, elle le ramena jusqu'à l'endroit où elle lui avait bandé les yeux, en l'amenant. Et là, après lui avoir ôté encore le mouchoir, elle le laissa retourner chez lui en le conduisant de vue jusqu'à ce qu'elle ne le vît plus, afin de lui ôter la curiosité de revenir sur ses pas pour l'observer elle-même. Morgiane avait fait chauffer de l'eau pour laver le corps de Cassim. Ainsi Ali Baba, qui arriva comme elle, venait de rentrer, le lava, le parfuma d'encens et l'ensevelit avec des cérémonies accoutumées. Le menuisier emporta aussi la bière qu'Ali Baba avait pris le soin de commander. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre émission, mais retrouvez-nous très vite dans la prochaine pour suivre les aventures d'Ali Baba. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne nuit pour ceux qui se couchent. À très vite.